Donc là, on a parlé beaucoup de dette, de private equity, mais il y a une autre voie qui est possible et que je disais qui est très très rare, celle de l'entrée en bourse. Et bon, on a un seul exemple en France, ça tombe bien, il est là, puis ils connaissent très bien France FinTech. On va parler de United et qui va nous dire un petit peu à quel moment il faut y penser, quelles sont un peu les conditions. Je suis ravie d'accueillir sur scène Geoffroy Guigou, cofondateur et CEO de United, qui sera interviewé encore une fois par Caroline Lameau-Dupont d'Anaxago et vice-présidente de France FinTech. Je change de côté, parce que vous avez mon autre profil. Salut Geoffroy. Salut Caroline. Ça va? Très bien, ravi de te revoir. Ouais, merci de prendre le temps ce matin. On est tous hyper fiers de t'accueillir. C'est quand même une sacrée aventure, l'IPO. Je me rappelle quand on monte sa boîte, ça fait partie des exits et des equity stories qu'on vend, mais c'est tellement rare d'y arriver. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui pour United? Pas mal de choses. Alors juste pour rappel, on s'est introduit en bourse sur Euronext, Paris-Amsterdam, il y a quelques mois, en décembre-janvier, et on a levé 150 millions d'euros de capital à cette occasion-là. C'est une opération 100% primaire, donc pas de secondaire, pas de vente de parts de la part des actionnaires historiques. Et ça a changé pas mal de choses pour la boîte. Déjà, d'un point de vue purement technique, tu deviens une entreprise publique. Ouais. Donc, plus suivi, plus exposé. Les titres deviennent liquides. Donc ça, c'est un intérêt pour ceux qui en portent, qui en détiennent. Et la valorisation, elle est connue, elle est publique. Toutes les actions sont au même niveau. Donc c'est un mécanisme assez différent de ceux qu'on voit souvent dans le capital risque, capital développement. Donc ça, c'est le côté purement technique. C'est un impact business aussi. Ouais. C'est un accélérateur pour signer des très gros partenariats. Pour réaliser des acquisitions, puisque tu peux les payer avec tes propres actions, sans nécessairement sortir de cash. Et après, c'est un changement aussi pour les salariés, parce que, alors, il y a un certain nombre de nouveaux process à mettre en place pour s'assurer que, notamment, les sujets de communication sont bien encadrés, correspondent aux standards des sociétés cotées. La gouvernance évolue. On était quand même, nous, étant établissement de crédit, déjà assez structurés sur ces sujets. Mais c'est vrai que ça rajoute un certain nombre de process, on va dire, mais qui sont de la bonne gouvernance. Bon, à part ça, le business n'a pas changé. Nos perspectives de développement, elles sont liées à l'injection de capital qu'on a eue, pas tant au fait d'être coté. Vous n'avez pas les yeux rivés sur le cours tous les matins en arrivant au bureau? Non. Bon, peut-être que ça viendra un jour, mais non. Et en plus, il faut créer. On s'est introduit par un mécanisme de SPAC. Oui, j'allais te poser la question, pourquoi ce... Parce qu'on discutait avec cet investisseur qui est un family office, le fonds Ripplewood, et qui avait structuré un SPAC en avril 2022. Ça a une durée de vie de 2 ans et demi maximum. Et il s'avère que voilà, cette entité était cotée. Mais cette personne-là aurait pu investir chez nous si elle n'avait pas coté ce véhicule d'une autre façon. Donc, ce n'était pas une fin en soi de s'introduire. Donc, un SPAC, c'est un mécanisme assez particulier où il y a une société cotée préexistante qui prend 100% du capital de ton entreprise et paye les actionnaires historiques en actions de la société de tête. Donc aujourd'hui, cet actionnaire, il a 30 à 40% du capital. United est coté. Ça a des avantages et des inconvénients, mais dans les SPAC, la liquidité, elle se crée au fur et à mesure, après la cotation. Donc là, on est en train d'enclencher toute une démarche classique que connaissent toutes les boîtes cotées, de création d'une communication financière, capital market day, avoir une couverture par des analystes equity. Voilà. Et ça prend un peu de temps. Donc pour te répondre, le cours, on le regardera en particulier quand on aura atteint un certain stade de liquidité sur le titre. Mais non, on n'entend pas nécessairement avoir les yeux rivés là-dessus. Et l'avantage, c'est que ce nouvel actionnaire est un actionnaire privé et donc a quand même une vision de moyen long terme sur le développement de l'activité. Ça, je pense, c'est une force dans notre secteur.
Ouais, très agréable. Je me demandais, tu m'as fait un peu de teasing quand on a préparé le call sur une opération de rachat que vous aviez menée. Ça a été annoncé avant-hier. Donc, vous avez fait l'acquisition de la Neo Green Bank Helios. Est-ce que là, c'est un axe stratégique? Est-ce qu'il y a d'autres marchés, d'autres axes que cette levée et cette cotation vont vous faire aller chercher? C'était un des 3 axes qu'on avait annoncé dans le prospectus, en quelque sorte, d'introduction en bourse. Donc, il y a une première chose qu'on fait avec le nouveau capital qu'on a reçu, c'est de conserver les crédits à notre bilan. Historiquement, D'accord. United origine des prêts et cherche à les refinancer par des investisseurs institutionnels et laisse quand même une bonne partie de la marge d'intérêt à ces investisseurs. Donc, en ayant du capital supplémentaire, des fonds propres réglementaires, on peut faire grossir le bilan et conserver les crédits de notre bilan. Ça, c'est un axe stratégique assez fort qui explique cette transaction. Et après, on en a annoncé 2 autres, et l'acquisition d'Helios illustre un des 2. Le premier, c'est d'étendre les partenariats qu'on a avec des grands acteurs, des retailers, des marchands, des telcos. On a dit qu'on allait entrer dans un nouveau type de relation commerciale avec eux. Voilà. D'accord. Donc ça va aujourd'hui, c'est des acteurs à qui on fournit une solution de crédit sur le lieu de vente. Tu veux acheter un smartphone chez Bouygues Télécom, tu peux étaler le financement de ton smartphone en 12, 24 ou 36 mois avec un prêt United. Donc on a déjà un partenariat important et là, on va plus loin avec des acteurs comme ces distributeurs, ces marchands. Et le troisième axe, c'est l'extension de la gamme de produits bancaires, de produits et de services bancaires. Et donc là, on a notamment choisi effectivement d'acheter Helios pour leur positionnement et leur suite de produits bancaires. Nous, on est focalisé sur le crédit historiquement aux particuliers. Alors, on fait un peu d'assurance, d'autres produits de coaching financier. Mais là, c'est la gamme moyen de paiement, épargne, compte courant. Voilà, donc c'est pour avoir la gamme complète de produits bancaires. Oui, il y a un cross-selling qui est évident sur la clientèle. Vous annoncez aussi une atteinte de la rentabilité la fin 2025, donc, ce qui paraît évident avec l'internalisation de la marge sur les crédits. Est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels vous avez prévu d'appuyer? Alors, pour que enfin, les leviers qui ont un impact quasiment instantané, c'est-à-dire l'année après la transaction, c'est principalement celui-ci. Les 2 autres, donc l'extension de la relation avec nos grands partenaires distributeurs et l'extension de la gamme de produits et services, contribueront après cette échéance-là. Donc pour atteindre effectivement la rentabilité résultat net positif en 2025, ça repose sur la captation de la marge d'intérêt principalement. Bon, tu es le seul auquel je me permets de poser des questions sur l'intelligence artificielle, parce que vous allez en manger toute la journée. Mais est-ce que l'IA joue un rôle dans tes sujets d'expansion, diversification ou d'optimisation en interne? Alors oui. C'est un peu surcoté à court terme. Non, mais on fait de l'IA d'une façon, je pense, discrète, mais très efficace depuis plusieurs années, notamment sur les modèles d'analyse crédit, parce qu'une de nos grandes particularités en Europe, c'est je pense, le leadership qu'on a pris dans l'exploitation des données DSP2 à des fins d'analyse crédit. Donc ça, c'est des modèles qui utilisaient déjà beaucoup l'IA et l'utilisent toujours. Là, on va entrer dans une nouvelle dimension quand même, où ces données-là, on n'en fait pas seulement un outil d'analyse crédit un peu égoïste, j'ai envie de dire, mais on transforme en développement des services qui vont créer de la valeur pour le consommateur final. Donc, oui, ça devient un sujet. Enfin, on l'était de par notre métier, le métier qu'on a choisi. Et je pense qu'étant un acteur du financement, du crédit, on a dû, plutôt que les autres, investir sur ces sujets, parce que c'est vraiment au cœur de notre activité. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres applications, donc DSP2, DSP3, etc. C'est des sujets super importants pour nous, parce que c'est super ces modèles d'IA, mais bon, idéalement, il faut mettre en input beaucoup de data points. Et voilà, on est en train de multiplier la captation des données d'historique de compte bancaire via DSP2 sur tous les touchpoints de la relation qu'on a avec nos clients. Donc, c'est assez excitant. Après, il y a eu pas mal de buzz, de communication dans les fintechs, notamment de la part de Klarna,
sur ces sujets d'IA avec un retour en arrière après annoncé. Je ne sais pas si tu as vu, Non. Ils avaient annoncé qu'ils allaient se séparer d'une grande partie des équipes de customer care, de front avec les clients, parce que voilà, maintenant tout allait être automatisé. Et quelques mois après, on dit, mais en fait, finalement, ça n'a pas les résultats escomptés. Donc, on a déployé beaucoup de choses dans un certain nombre de domaines, y compris la partie customer care. Mais là où on pense que ça va avoir le plus de valeur, c'est sur d'autres types de services. Ouais. Mais moi, je reste persuadée qu'on est sur une tendance qui est vraiment surestimée à court terme et sous-estimée à moyen long terme. Mais je pense qu'on traverse un peu les mêmes choses où tout le monde s'est dit d'abord le customer care, ensuite les process. Et la réalité, c'est que sur le customer care, c'est un autre sujet. Mais donc, on parlait de Klarna, c'est intéressant. Je voulais peut-être, dernière question, avoir ta vision sur l'avenir du crédit à la consommation en Europe, notamment avec ces modèles de Buy Now, Pay Later qui sont vraiment en train de se développer, que moi je trouve... La grande tendance, elle est vers une sorte d'harmonisation croissante des produits de crédit, tu vois, et un encadrement de plus en plus fort. Donc il y a une directive européenne sur le crédit conso qui a été votée et qui sera appliquée, enfin transposée définitivement d'ici fin 2026. On va quand même vers un encadrement croissant des pratiques de crédit. Ce que nous, on voit plutôt d'un bon œil. Nous, on a un positionnement très, très particulier dans le marché du crédit. On a fait le choix de faire que du crédit amortissable, pas de crédit renouvelable, pas de buy now, pay later. Donc, on fournit des solutions de financement sur le lieu de vente, mais en mode régulé, déjà compatible avec la directive de fin 2026. Et nos marchands partenaires aiment beaucoup ça. On fait du paiement en 3-4 fois chez Bouygues Télécom, par exemple, de façon assez massive, mais le client doit signer un contrat de crédit. Donc, je pense, il y a une première tendance, c'est quand même la normalisation et la réglementation croissante de ces produits-là, plutôt positif. Et je pense que ça correspond bien à la vision stratégique qu'essaye d'imprimer, qui est l'Europe, pour notre zone. Et après, effectivement, l'autre volet sur l'exploitation de la data, c'est un énorme... on a vu, nous, la transformation de notre métier avec l'utilisation des données DSP2 il y a quelques années sur l'analyse crédit. Là, la prochaine vague, ça va être beaucoup plus transformant. Là, on a réduit les coûts opérationnels, il n'y a plus d'analyse crédit, mais là, ce qu'on développe, ça va être beaucoup plus transformant pour notre industrie, je pense. Bon, on a hâte. Bravo en tout cas, merci Geoffroy. Merci pour ton accueil. Merci à tous.